On est à Brașov. Oui, Brașov. Bon, ce que vous voyez ici, c'est la grande place ou la place du Conseil. Oui, c'est le cœur de la ville de Brașov de maintenant et de l'époque médiévale, l'époque où avait été écrite la vraie histoire de la ville de Brașov. Comme vous pouvez l'entendre en toile de fond, c'est la fête en ville, celle des enfants qui arrivent en fin d'année scolaire. Nous allons visiter les rues du centre en participant à cette ambiance. Brașov, Kronstadt en allemand, situé à la coudure des Carpates, est historiquement une fondation saxonne. Sa forteresse fut construite au XIe siècle sous Étienne Ier de Hongrie et devint fief de l'ordre teutonique en 1211 comme protection contre les invasions tatares et mongoles. Comme pour d'autres cités de Transylvanie, ce n'est qu'au cours du XXe siècle que les Roumains devinrent majoritaires. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, la ville fut bombardée par les Alliés dans ses quartiers nord-est. C'est après Bucarest, le deuxième centre économique de la Roumanie. Après Timișoara, ce fut la seconde ville à se révolter contre son tyran, Nicolae Ceausescu. Elle reçut alors le titre de ville martyre. Aujourd'hui, si la cité ne manque pas d'intérêt, elle est bien souvent le point de départ pour le château de Bran et l'histoire de Dracula, qui fera l'objet d'un autre reportage. La visite de Brașov, c'est un amalgame de flèches gothiques, d'immeubles baroques, mais aussi d'austères bâtiments de l'époque communiste, de passerelles médiévales sur lesquelles veille le mont Tampa et les dernières tours médiévales encore debout. L'atmosphère y est volontiers un peu bohème, au milieu de ces bâtiments aux couleurs pastel. Comme très souvent dans les pays de l'Est de l'Europe, les musiciens de rue sont des violonistes qui égrènent le répertoire classique. Nombreux sont les contes et légendes sur les vampires dans la région. Si la visite de la ville ne vous suffit pas, vous pouvez arpenter les forêts alentours à la recherche de l'ours brun. C'est là que se trouve sa plus grande population d'Europe centrale. Vous pouvez aussi gravir ces pics alpins des Carpates. Il y a trois choses, oui, qui étaient très intéressantes, très importantes pour les Saxons. L'église, l'école et la mairie, c'est-à-dire le jugement qui établissait et qui maintenait l'ordre, oui, le pouvoir jusqu'à la fin, oui, c'est ça. Bon, nous sommes en 1420, au commencement du XVe siècle, lorsque ici c'était le siège, si vous voulez, de la corporation de fourreurs. Oui, ils ont accepté un peu plus tard que les autres corporations qui étaient autour de la ville, de bâtir sur ce rez-de-chaussée, disons, oui, en premier étage, oui, une salle, bon, où c'était une sorte de tribunal, oui. Plus tard, on a fait la tour et autre chose. Sur sa façade, le drapeau avec l'emblème de la ville, la couronne hongroise. Au rez-de-chaussée se trouvaient toujours les ateliers ou les magasins des corporations et il habitait toujours à l'étage. Ils sont bien conservés, oui. Au numéro 12, vous pouvez voir ici, c'est la maison
blanche avec bleu, oui, c'est Casa Mureșenilor, la maison de Mureșenilor. Mureșenilor a été une famille de Roumains qui a lutté pour l'indépendance de la Roumanie, qui ont des mérites historiques et politiques, si vous voulez. Ici, c'est la maison de la première femme d'affaires du monde Moyen-Âge. Oui, attention. Bon, la maison que vous voyez ici, orange, a été bâtie en 1544-1545. Bon, c'était l'affaire de Apollonia Hirscher. Donc, la maison orange, 67 mètres de longueur, oui. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque médiévale, oui, c'était une famille très riche, très importante, une sorte de maire, mais plus que le maire de la ville, qui s'appelait Hirscher, le gouverneur de la ville, Hirscher. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Sa femme, Apollonia Hirscher, bon, a été une femme courageuse, même pour aujourd'hui, mais surtout pour cette époque-là, lorsqu'elle a eu le courage de continuer les affaires de son mari et de s'impliquer à sa place, oui, dans la vie politique et sociale. Vous pouvez vous imaginer maintenant, donc imaginez comme ça, un mur défensif qui entourait la ville et les murs étaient flanqués à chaque 110 mètres par ce genre de tour ou de bastion qui était confié à une corporation. Et la corporation était en charge avec l'idée de surveiller et de maintenir en bon état la tour ou le bastion. L'église noire a été bâtie, oui, en commençant avec XIVe siècle. La construction a duré presque 100 ans. Oui, pourquoi? C'était l'époque, c'était aussi les attaques des ennemis, ce sont les incendies, les tremblements de terre et tout ça qui ont affecté et qui ont arrêté les travaux. C'est le plus grand édifice religieux d'Istanbul, entre Istanbul et Vienne, je dis religieux, pas gothique, mais en ce qui concerne le style gothique, c'est la plus représentative construction pour l'idée de gothique de Transylvanie. Bon, plus tard, bien sûr, ont été ajoutés des éléments en ce qui concerne la Renaissance et le style baroque. Donc, au commencement du XIVe siècle, nous avons eu ici une petite église dédiée à Sainte Marie. Bon, elle a été brûlée et a été remplacée par la construction de l'église noire. Pourquoi noir? Parce que jusqu'à 1648, bon, lorsque a eu lieu un grand feu, un incendie, oui, l'église était connue sous le nom l'église de la Sainte Marie. Bon, brûlée à cause de l'incendie, à cause du feu, les murs de l'église ont été noircis. Voilà pourquoi elle a reçu le nom de l'église noire. C'était une construction majestueuse, grandiose même pour l'époque, même pour aujourd'hui, mais surtout sur cette époque. Pourquoi? Imaginez-vous que dans cette église, il y a de la place pour 5000 personnes, c'est-à-dire toute la population de la ville de cette époque-là. En plus, on parle de la plus grande cloche, oui, de la Roumanie, de Transylvanie, Johannes Honterus. Johannes Honterus, il est enterré dans l'église noire. Oui, Johannes Honterus, c'est l'humaniste qui a mené ici en Transylvanie, a mené et a promu la réforme religieuse. Ce sont les Saxons qui sont évangéliques. Maintenant, on a une église luthérienne ou évangélique et les Hongrois sont réformés. Et bien sûr, c'est aussi la religion orthodoxe. En Transylvanie, la situation de la réforme religieuse n'a pas provoqué, si vous voulez, de vraies guerres. Bien sûr qu'il y a des cas isolés où il y a eu des problèmes, mais en général, je peux vous dire que la plupart, c'était presque une certaine politesse de la religion, c'est-à-dire les prêtres
évangéliques, les prêtres orthodoxes, si c'était par exemple un seul village, il y a une seule église, alors les prêtres attendaient l'un l'autre pour finir la messe. Donc, la rue s'appelle la rue de Mureșenilor, la famille roumaine qui a eu un journal ici en Transylvanie, la Gazette de Transylvanie. Mais c'est très intéressant parce que la rue a eu le nom de chaque événement. Par exemple, au commencement, c'est la rue de la douane parce qu'ici se trouvait la douane. La douane où les chariots s'arrêtaient, payaient des impôts et entraient dans la ville de Brașov. Avec l'accord de son auteur, voici encore l'avis de passablement de Roumains à propos des Roms. C'est l'Académie roumaine qui a décidé que le mot gitan, gypsy, tzigane, oui, soit remplacé avec Rome. Bien sûr que ça a affecté beaucoup l'image de la Roumanie, ça a affecté notre identité nationale. On est des gens modernes, on accepte la diversité, mais c'est une population nomade et beaucoup de fois l'image de la Roumanie a été identifiée avec leur manière de vivre. En France, j'ai compris qu'ils sont appelés aussi manouches. Oui, manouche, probablement que le mot est familier pour vous. Une vie nomade avec leur propre manière de vivre. Bon. Je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on fait des efforts tout d'abord matériaux avec beaucoup d'argent pour qu'on essaye de changer leur vie. Et en général, ils ne veulent pas. Non. Vous savez très bien que ce qui me fait souffrir, c'est le fait qu'en Europe et dans le monde, on dit la Roumanie c'est le pays de Rome, c'est le pays de... Non, c'est pas comme ça. Vous savez, vous avez lu, c'est une population qui vient probablement de l'Inde. Oui. Il y a, ils sont venus ici comme les esclaves, si vous voulez, de l'Europe, exactement comme les Noirs sont venus, oui, à l'époque. Je ne suis pas d'accord avec, cette théorie, mais en même temps, je ne suis pas d'accord que tout le monde voit dans le même panier. Oui, la Roumanie et les Roumains comme l'image de Rome.